Bonjour à tous, donc avec la première vidéo d'une série de vidéos consacrée au MMA dans laquelle à chaque fois je vais vous proposer les combats mémorables ou à voir pour une année de l'histoire du MMA, donc de 1993 jusqu'à aujourd'hui. Donc aujourd'hui au moment où je vous parle c'est 2019, mais peut-être que je ferai 2020, 2021 à terme, qui sait. Alors dans chacune des vidéos en fait vous aurez une petite liste de quelques combats. Pour les années les plus pauvres, les premières années ce sera 2-3 combats, puis ensuite ce sera une dizaine pour vous donner un ordre d'idée. Pour chaque combat, je vous donnerai un peu le cadre, donc qui s'affronte, où ils ont été ces deux combattants-là à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe qui justifie de l'inclure à une telle liste, et puis un petit peu les retombées du combat, qu'est-ce qui s'est passé pour ces deux combattants-là ensuite, etc. Voilà. Je me suis un peu dit, je vais essayer de faire sur un domaine que je connais bien, ce que j'aimerais trouver pour d'autres domaines, comme par exemple la boxe ou le kickboxing, qui sont des sports de combat que je connais moins bien. Voilà. Donc pour ça, j'ai vu un peu tout, je ne vais pas faire ma carte de visite. Il y a peut-être deux questions qui se posent quand même. Qu'est-ce que j'entends par combat mémorable ou à voir? Et puis, pourquoi démarrer en 93? Alors, je vais commencer dans l'ordre. Ce que j'entends par combat mémorable ou à voir, c'est un combat qui est rétrospectivement resté dans les mémoires. Je dis bien rétrospectivement. C'est-à-dire que parfois, il y a des combats qui sont importants au moment où ils ont lieu. On se dit, tiens, ça va être important, il ne faut pas que je loupe ce combat. Puis une fois qu'on l'a vu, finalement, c'est pas si important que ça. D'autres combats qui n'avaient pas l'air d'être grand-chose de particulier, une fois qu'on les a vus, à l'inverse, on sait qu'ils vont rester marquants pour différentes raisons. Alors, parmi ces raisons-là, on peut imaginer des changements de titre majeurs, le fait que c'est le combat où un combattant s'est révélé, on peut avoir tout ce qui est scénario un peu fou, on peut avoir aussi quand il y a eu le fait qu'un combat incarne quelque chose de particulier. Vous voyez, on a vraiment un affrontement entre deux styles qui s'était jamais trop produit ou ce genre de choses. Voilà. Donc j'expliquerai à chaque fois de toute façon pourquoi j'estime qu'il est mémorable. Quand je sentirai que c'est plus subjectif, que c'est plus personnel, je justifierai peut-être de façon plus détaillée, parce que parfois il y a des combats qui sont juste évidemment incontournables, et donc ce sera peut-être moins nécessaire de détailler. Deuxième question, donc je voulais répondre avant de démarrer vraiment sur l'année 93 et mes deux combats pour l'année 93, c'est pourquoi démarrer en 93? Peut-être des gens ne se rendent pas compte. Alors je fais partie des gens, et je crois qu'on est relativement nombreux à penser que le MMA démarre en 93, qu'il n'y a pas de véritable Mixed Martial Arts avant 1993 et même avant la fin de l'année 93, puisqu'en fait en 93 se créent deux organisations, l'UFC et Pancrase Civil Wrestling, qui sont les deux principales organisations pour les années 90, avec Pride plus tard qui sera créé en 97 pour le MMA. Avant ça, il y a des choses quand même, on peut le signaler, mais systématiquement soit ces choses vont être on va dire, pas très bien équilibré au niveau des règles pour qu'on puisse appeler ça tout à fait du MMA. Je pense par exemple à des choses comme le match entre Mohamed Ali et Antonio Inoki en 74, où finalement les règles ne sont pas assez mélangées pour qu'on puisse considérer ça comme du mixed martial arts, mais c'est pas inintéressant de savoir que ça existait, mais on est dans quasiment de l'expérimental. Soit on a des choses qui sont clandestines, c'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, on n'a pas les images, voilà. Et comme les arts martiaux et le MMA ne dérangent pas cette règle-là, on a énormément de mythes autour des arts martiaux en général. Il faut prendre ça avec des pincettes. Il y a le film par exemple Tous les coups sont permis, Bloodsport, avec Jean-Claude Van Damme, qui retrace la vie d'un gars qui a vraiment existé, Frank Dux, ou une partie de sa vie. Et voilà, dans le film, on a l'impression qu'il a tout gagné, qu'il a battu tous les records, machin, mais finalement on n'a aucune image de ça, on ne sait pas si c'est vrai. A priori, il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui seraient rapportées comme quoi ce serait faux. Et ça, il y en a pour plein d'exemples. Il y a même une chaîne, enfin c'est pas une chaîne d'ailleurs, c'est un compte Instagram qui s'appelle Mac Dojo Life, qui montre plein de vidéos de faux spécialistes en arts martiaux, tout ça, c'est assez drôle. Et comme les arts martiaux génèrent énormément de mythes et de fantasmes, il faut prendre ça avec des pincettes. Donc tant que c'est resté clandestin, c'est-à-dire qu'on n'a pas les images, je préfère moi pas en parler. Donc je considère qu'il n'y a pas de MMA là non plus. Puis enfin, on a tout ce qui est un peu confidentiel ou déconnecté du reste du monde, un peu dans un vase clos. Je pense notamment à Shooto, qui était une organisation de MMA qui existait déjà avant 93, donc Shooto. Mais le problème de Shooto, c'est que c'était des combattants qui s'entraînaient et qui s'affrontaient les uns les autres sans que ça aille chercher des combattants d'autres disciplines à l'extérieur. Donc voilà, et puis devant des petites foules, donc c'était très confidentiel. À partir de 93, on va avoir des organisations qui vont faire s'affronter des arts martiaux, et surtout devant un grand nombre de public, et on a les images aujourd'hui. Donc voilà pourquoi je démarre en 93. Voilà. Alors pour 93, vous allez voir, j'ai que deux combats, donc ce ne sera pas hyper détaillé. Je vais détailler ces deux combats-là. Alors, on va tout de suite aller dans les deux combats en question. Le premier combat de cette liste, pour 93, mais pour toute ma liste d'ailleurs, et c'est cool que ce soit un combat aussi symbolique, c'est le combat entre Ken Shamrock et Royce Gracie, qui a eu lieu lors de l'UFC 1, qui est de toute façon, si vous êtes fan de MMA, un événement à voir dans son intégralité, tellement c'est une curiosité, c'est un peu le point de départ de beaucoup de choses.
Ça a eu lieu le 12 novembre 1993. C'est la demi-finale du tournoi. En fait, la soirée, c'était un tournoi avec, donc attendez, s'il y a ces quarts de finale, demi-finale, finale, il y a donc 8 combattants au départ, organisés par la famille Gracie pour promouvoir et mettre en valeur leur art martial, le Jiu-Jitsu brésilien, ou appelé parfois le Gracie Jiu-Jitsu à l'époque. Voilà. Et donc ce combat, il est hyper symbolique. C'est pas la finale, on aurait pu dire c'est peut-être le combat le plus important, c'est la finale. Et a priori, je pense que c'est ce combat le plus important. Pourquoi? Parce que déjà, Ken Shamrock semble être le combattant le plus dangereux pour Royce Gracie dans la soirée. Rétrospectivement, c'est les deux combattants les plus connus du tournoi, hein, clairement. Et bon, c'est le premier match de leur trilogie, je crois, qu'ils se sont affrontés 3 fois dans leur carrière. Mais surtout, c'est un Brésilien qui vient aux États-Unis promouvoir son art martial contre un Américain qui est représentant d'une organisation japonaise, à savoir Pancras Evil Wrestling, puisque Ken Shamrock était un habitué de l'autre grosse organisation de l'époque, dont je vais parler juste après, Pancras Evil Wrestling. Et c'est un affrontement entre deux gars qui ont des qualités, des compétences, mais différentes. Ken Shamrock est beaucoup plus axé lutte et un peu de grappling, et Royce Gracie, donc c'est le jiu-jitsu brésilien uniquement. Voilà, donc il y a quelque chose un peu de plus gros sur ce combat que ce qu'on a dans la finale entre Royce Gracie et Gerard Gordeau. Bon, après, sincèrement, si vous avez un peu de temps, allez regarder aussi la finale. Ce combat-là dont je vous parle, Ken Shamrock contre Royce Gracie, dure pas longtemps. Dans l'élan, allez regarder la finale, quoi. Voilà. Alors, un petit peu pour présenter où vous en étiez ces deux gars-là, Ken Shamrock avait fait du catch, en fait, avant au Japon, et comme c'est le cas des deux fondateurs de la Pancras Evil Wrestling, en fait, c'est des gens qui vont passer du catch au combat réel en fondant la Pancras Evil Wrestling. Il avait des bonnes qualités de lutte, mais le grappling, il était assez complet, en fait, Ken Shamrock, et surtout, il était beaucoup plus puissant et athlétique que Royce Gracie. Donc, je pense qu'il croyait avoir l'avantage grâce à ça. Royce Gracie, lui, c'est un ceinture noire du jiu-jitsu brésilien et un des rares ceintures noires au monde à l'époque, sachant que le jiu-jitsu brésilien, les gens ne savaient pas ce que c'était. J'avais vu une interview de John Danaher, qui est un des grands spécialistes de jiu-jitsu brésilien américain aujourd'hui, l'un des coachs de Georges Saint-Pierre, par exemple, entre autres, qui a quand même quitté un poste de professeur de philo à la fac pour pouvoir devenir spécialiste de jiu-jitsu brésilien, donc juste pour situer le gars. Et d'ailleurs, je dis qu'il est américain, mais je crois qu'il est néo-zélandais. Bon, bref. Mais John Danaher avait dit que la première fois qu'il a entendu parler de jiu-jitsu brésilien, sa réaction c'était de se dire jiu-jitsu brésilien, déjà ça va pas ensemble. Et je crois vraiment qu'à l'époque, les gens se sont dit ça. C'est-à-dire qu'ils se sont dit qu'est-ce que c'est que cette arnaque? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais d'un autre côté, ils disent attends, les mecs ont organisé l'UFC pour faire gagner leur gars, c'est qu'il doit y avoir un truc. Et donc il faut aussi se mettre un peu dans ce style-là, ça rend le combat un peu plus intéressant à regarder encore. Je suis à peu près certain que Ken Shamrock sentait que ça allait être le combat le plus compliqué de la soirée pour lui s'il devait d'aventure gagner le tournoi, et Royce Gracie aussi. Et donc il y a un truc un peu plus gros comme ça, et on sent un soulagement chez Royce Gracie qui va gagner ce match-là. On sent un soulagement après le combat, non seulement d'avoir gagné, mais d'avoir gagné sans trop laisser de plume aussi, parce qu'il aurait très bien pu gagner, mais être fatigué pour aller en finale derrière, parce que c'est la demi-finale, j'en ai parlé. Voilà. Alors ce qui m'intéresse beaucoup, moi, dans les premiers temps du MMA, parce que les combats sont moins compétitifs, on sent moins de niveau, ils sont moins préparés à certaines phases du match, certains sont très forts debout mais nuls au sol, d'autres c'est le contraire. Ce qui est vraiment intéressant, c'est le côté des mondes qui se rencontrent. Et d'ailleurs, l'UFC 1, j'ai vu, a failli s'appeler The War of the Worlds, donc la guerre des mondes. Bon, ils ont changé de nom, peut-être pour des problèmes de droit par rapport au film ou quoi, je ne sais pas. En bref, toujours est-il que ça s'appelle UFC, donc Ultimate Fighting Championship, pour l'info hein, quand même. Mais voilà, il y a ce côté guerre des mondes, rencontre des mondes, c'est-à-dire que ce qui est génial à l'époque, c'est que chaque combattant est spécialiste de sa discipline et est persuadé, et pas convaincu, c'est différent, il est vraiment persuadé, il est comme aveuglé par le fait qu'il est sûr que sa discipline est la meilleure, déjà, et que sa discipline va suffire à battre celle de l'autre. Parce que c'est une double naïveté, parce que Royce Gracie, justement, semble convaincu que le jiu-jitsu brésilien est la meilleure discipline, donc ça d'accord, et ça va plus ou moins se prouver à travers ce tournoi, puisqu'il va gagner. Mais ensuite, justement, ce qui va le rattraper, c'est le fait de croire que le jiu-jitsu brésilien suffit, alors qu'a priori, ça suffira plus assez rapidement. Et ça, j'en reparlerai dans une autre vidéo. Voilà, mais du coup, on voit cette naïveté-là, et ce qui est intéressant à voir, c'est comment la réalité rattrape les combattants. Et c'est ça qui est génial dans l'UFC 1 et les premiers UFC, les premiers combats, les premiers temps du MMA, c'est que on voit des gars qui sont hyper forts, hyper puissants ou quoi, qui se font prendre par des techniques toutes simples, un mec qui est un peu rapide, du jiu-jitsu, une soumission, un truc. Et voilà. Et là, en l'occurrence, Ken Shamrock va avoir la grande naïveté de vouloir aller au sol. C'est lui qui décide d'aller au sol, quand même.
avec un ceinture noire de jiu-jitsu brésilien. C'est comme si, je sais pas le niveau de Ken Shamrock de l'époque en jiu-jitsu, je pense que de toute façon il n'avait pas fait de jiu-jitsu, donc ce serait dur d'évaluer, mais on va dire, si on est gentil, qu'il était niveau ceinture bleue. Bon, je t'assure qu'en jiu-jitsu brésilien, vous avez ceinture blanche quand vous commencez, ceinture bleue, ceinture violette, ceinture marron, ceinture noire. Bon, donc quand je dis ceinture bleue, je dis que je suis gentil parce que sincèrement, je pense qu'il avait vraiment aucune connaissance spéciale sur le truc. Si un ceinture bleu aujourd'hui va au sol avec un ceinture noire, c'est sûr qu'il se fait abandonner, qu'il se fait soumettre en moins d'1 minute. Voilà. Et donc, ça serait extrêmement naïf de croire que parce qu'on est un peu plus puissant ou quoi, on peut survivre au sol avec une ceinture noire. Et là, pourtant, il va faire ce choix-là. Donc, c'est ça qui est incroyable. C'est presque. C'est fou de se dire que n'importe qui s'y connaît un minimum comme moi, ou vous peut-être ou quoi, en MMA, regarde ça et se dit, mais il est con d'aller au sol. Sauf que lui, il décide de le faire parce qu'à l'époque, il ne le savait pas, ça. Et je trouve que c'est ça qui est fascinant. C'est se dire, il ne le savait pas, il y va avec énormément de naïveté comme ça. Alors, il se fait abandonner, il se fait soumettre en 1 minute, quelque chose comme ça. C'est très rapide comme combat, c'est pas très intéressant à regarder dans le déroulement. C'est intéressant à regarder par rapport au contexte, donc je viens de vous détailler. Après, moi, je pense que si l'idée, c'était pas les combats mémorables ou à voir de chaque année, mais les événements mémorables à voir de chaque année, j'aurais envie de vous dire, regardez l'UFC 1 en entier. Et je vous le dis, regardez l'UFC 1 en entier si vous pouvez, c'est complètement fascinant. Maintenant, si vous deviez regarder qu'un seul combat de cette soirée-là, c'est celui-ci. Voilà, alors qu'est-ce qui va se passer pour la suite pour les autres? Royce Gracie va gagner le tournoi. Royce Gracie va même continuer à gagner d'autres tournois par la suite à l'UFC et va accumuler une espèce de palmarès de légende et va faire ce que la famille Gracie voulait qu'il fasse, c'est-à-dire mettre en valeur le jiu-jitsu brésilien. D'ailleurs, petite anecdote, ils ont préféré envoyer Royce Gracie que Rickson Gracie, son grand frère, parce que Royce Gracie a un look plus gringalet et que ça mettait plus en valeur l'art martial, puisque ça montrait moins la qualité athlétique du gars. Bon, voilà, un truc un peu comme ça. Rickson va plus combattre lui au Japon d'ailleurs, en l'occurrence. Pour Ken Shamrock, les retombées ne vont pas être spécialement mauvaises, puisque je pense qu'il va apprendre une grosse leçon ce soir-là, c'est de ne jamais aller au sol avec un spécialiste de jiu-jitsu brésilien. Et ça va complètement changer la donne en fait. Jusque-là, il n'y a rien avant, mais à ce stade de l'histoire, on va dire que les gens se disent, je vais aller au sol avec ce gars-là et je vais lui mettre des coups, ça va être vite fait. Après, le truc, ça va être beaucoup plus comment aller au sol. Comment ne pas aller au sol avec lui. C'est-à-dire que tout le monde va se dire, ok, il ne faut pas aller au sol avec lui, mais sauf que c'est pas évident non plus de ne pas aller au sol. Donc ça va changer un peu l'équation et ça va donner des combats avec une autre dynamique, dont je vous parlerai plus tard. Mais pour Ken Shamrock, les retombées vont être aussi positives dans le sens où ça va être de l'expérience prise. Il va revenir à l'UFC, bien entendu, il va devenir même champion plus tard de l'UFC, je vous en reparlerai. Mais surtout, il va retourner à Pancras et devenir l'un des grands noms de cette organisation japonaise dont je vais vous parler maintenant dans le deuxième combat. Alors le deuxième combat, c'est un combat qui n'est pas officiellement un combat de la Pancras Hybrid Wrestling, même si je vais vous en parler comme si c'était le cas. Pancras Hybrid Wrestling, ça a été créé au Japon par 2 catcheurs japonais, Masakatsu Funaki et Minoru Suzuki, qui étaient des élèves de Karl Gotch, un catcheur belge, donc européen des années 40-50, et Antonio Inoki. Antonio Inoki qui est lui-même un élève de Karl Gotch d'ailleurs, mais qui était le fondateur de la plus grosse organisation de catch japonais à l'époque, New Japan Pro Wrestling, et qui avait eu, Antonio Inoki, un combat contre Mohamed Ali dans une espèce de combat un peu avec des règles hybrides, en 74, combat qui, même si officiellement est un match nul, avait été remporté par Inoki grâce à une stratégie qui consistait à tacler les jambes de Mohamed Ali. Bref, ces catcheurs, donc Minoru Suzuki et Masakatsu Funaki, vont fonder la Pancras Wrestling pour tester leur capacité contre des combattants d'autres disciplines. C'était surtout ça l'idée. Alors il faut savoir que les règles à Pancras sont complètement différentes de celles de l'UFC. Déjà, ça se passe dans un ring, et ça reprend les règles du catch, parce qu'au Japon, le catch n'est pas quelque chose comme aujourd'hui aux États-Unis notamment, considéré comme un peu une espèce de grand cirque. C'est quelque chose de pris vraiment au sérieux. Ils se sont dit autant réutiliser les mêmes règles. Donc, on n'a pas le droit de frapper point fermé à moins qu'on porte des gants. Donc Maurice Smith, champion de kickboxing, champion du monde de kickboxing à l'époque, porte des gants. Masakatsu Funaki dans ce combat ne porte pas de gants. Donc il doit avoir les mains ouvertes quand il frappe au visage. De toute façon, s'il frappe main fermée, il va juste se casser la main, j'imagine. Mais bref. Et quand tu atteins les cordes, quand tu attrapes les cordes, l'arbitre casse la prise et on repart au centre. Donc, comme au catch, normalement. Voilà. Donc voilà. Alors je vous disais que c'est pas un match officiellement de Pancras Wrestling, puisque c'est un combat qui a eu lieu dans une soirée qui s'appelle, alors je l'ai écrit, ça s'appelle All Japan Kickboxing Special Bout Evolution. Bon, les Japonais aiment bien les noms à rallonge comme ça, hein, voilà. Et du coup, ce combat n'est pas répertorié dans le palmarès des 2 combattants. Pourtant,
Bon, après, moi j'ai toujours un doute, je vais vous dire, sur le fait que c'est un vrai combat ou un combat de catch, c'est-à-dire scénarisé ou truqué si vous voulez, hein, bref. Maintenant, il semblerait que ce soit un vrai combat de MMA, alors qu'à côté de ça, il y a des combats qui sont des combats de catch sûrs et qui ont été répertoriés. Bon, faut prendre ça avec des pincettes parfois. Maintenant, peu importe, j'ai envie de dire, c'est pas très grave si c'en est pas un, c'est pas non plus. Voilà. C'est quand même une curiosité à voir et je pense que c'est un truc à voir. C'est le combat qui va mettre sur la carte Pancras Cyber Wrestling. Parce que Masakatsu Funaki va battre Maurice Smith, qui était à l'époque champion WKA de kickboxing, donc l'un des 3-4 plus grands kickboxers poids lourds du monde. Hein, le K1 commençait tout juste et ils avaient peut-être les autres, hein, voilà, des Andy Hug, Ernesto Host, etc. Enfin bref, Peter Hart, c'était déjà là d'ailleurs ces mecs-là. Voilà, Maurice Smith était clairement un des tout meilleurs au monde de kickboxing. Et le fait qu'il soit battu par un type qui finalement n'a pas de référence en art martial, Masakatsu Funaki, même si en lutte, avant de faire du catch, en lutte gréco-romaine ou freestyle, je sais plus laquelle, ou quoi, ou en judo, ou j'en sais rien, il a peut-être des petites références, mais c'était un inconnu. Le fait qu'un gars qui est champion du monde se fasse battre par un inconnu, certes dans des règles différentes, ça, évidemment, ça crée un buzz, ça crée une notoriété, d'autant que les Japonais sont certainement ravis de voir que leur héritage d'arts martiaux comme ça a quand même de la valeur. Et donc, même, si c'est truqué, c'est très bien joué d'un point de vue business, etc. Mais si c'est pas truqué, c'est un combat qui est absolument crucial. Donc, dans les deux cas, je pense que c'est intéressant à regarder. Alors pourquoi je dis que c'est peut-être truqué? Déjà parce qu'il y a cet heureux hasard que le dernier, parce qu'en fait, Masakatsu Funaki affronte Maurice Smith dans cet événement, après que Maurice Smith ait mis KO Minoru Suzuki, l'autre créateur de l'organisation. Donc s'il avait perdu, Masakatsu Funaki, je pense que Maurice Smith n'aurait eu aucun intérêt à revenir, et ils auraient été un peu comme des cons. Donc c'est vrai que ça fait un peu comme par hasard. Mais d'un autre côté, quand tu regardes le combat, les frappes que Maurice Smith met, on a vraiment l'impression qu'il met toute sa force, et qu'il pourrait mettre KO son adversaire. Donc si c'était truqué, je pense que ça serait compliqué. Après, il y a des gars qui sont assez capables quand même de faire ça. Des catcheurs très doués qui arrivent à donner vraiment cette illusion-là, y compris dans ce degré-là de réalisme. Mais voilà, encore une fois, j'ai envie de dire, c'est pas très grave. Pareil, l'attitude de Maurice Smith après le combat, où il se tient la gorge, il tousse, enfin, alors qu'il s'est pris un étranglement, ça fait un peu, comment dire, ça fait un peu mauvais acteur quand tu sais aujourd'hui que ça fait pas tousser de se faire étrangler à la limite, enfin, pas forcément, j'ai envie de dire. Je me suis déjà fait étrangler, moi-même, hein, je dis ça en connaissance de cause, à mon petit niveau de club de Nantais, hein, bref, on s'en fout. Ce que je veux dire, c'est que ça peut être possiblement truqué pour toutes ces raisons-là, mais ça peut très bien ne pas l'être. Ça se trouve, Maurice Smith tousse parce que c'est la première fois qu'il se fait étrangler et qu'il est surpris. Peut-être que le côté heureux hasard s'est passé de façon naturelle. Dans le sport, des fois, il y a des choses incroyables qui existent et on se dit, ouais, c'est vrai, si on avait fait ça dans un film, on n'y aurait pas cru. Donc on peut très bien aussi se dire que là, c'est un peu le cas. Voilà. Alors le combat, il n'est pas extrêmement long. En gros, Maurice Smith domine debout. Et dès qu'il y a une tentative d'aller au sol ou quoi, il se rapproche des cordes. Il s'accroche aux cordes soit pour pas aller au sol, soit il tombe au sol, il va vite fait attraper une corde et on repart debout. Et Maurice Smith est extrêmement dangereux debout. Donc en fait, toute la tension du combat est sur est-ce que Masakatsu va pouvoir, à un moment donné, avoir Maurice Smith au sol, au milieu du ring, et le soumettre à ce moment-là très rapidement. Et il va y arriver, et la foule va être en délire, etc. Donc c'est quelque chose un peu de... C'est comme le point de départ pour la Pancras Cyber Wrestling au Japon. Et Pancras Cyber Wrestling va faire, grâce à ce combat-là, ce que Shuto n'a pas fait, c'est-à-dire ne pas se contenter d'avoir des combats entre des gars qui s'entraînent ensemble, mais sortir un peu de la confidentialité, de devenir un peu quelque chose qui existe dans le monde des arts martiaux en général. Et c'est vraiment crucial. Donc je pense que ça devait figurer sur cette liste. Voilà, ce combat-là d'ailleurs, si vous voulez le voir, il est facile à trouver sur YouTube ou Dailymotion, vous tapez le nom des combattants et vous l'aurez. Voilà, donc ça a lieu fin novembre 93. Voilà, donc c'est tout pour 93, je vous retrouve très bientôt de la même manière pour 94, et si vous avez des questions, des remarques, des combats que vous auriez aimé ajouter pour cette année-là, n'hésitez pas à le faire en dessous, n'hésitez pas aussi à vous inscrire, vous abonner pour avoir la suite des vidéos sur tout ça en alerte. Merci, à la prochaine.